Il était censé mourir, mais au moment de sa mort, une force inconnue le ramène à la vie. Nouvel enfant, même soif de vengeance. Voici l'histoire d'un assassin qui défie son destin. Le manoir s'ouvre sur un ciel nocturne, tandis qu'une voix parle des sens d'un assassin. On découvre un homme, Raon, à qui l'on ordonne de bien travailler. Il lève les yeux et remercie Derut Robert. Pourtant, ses instincts lui murmurent qu'il sera tué par cet homme ce soir même. Derut lui confirme qu'il a accompli son travail avec efficacité et que grâce à lui, la famille s'est développée. Mais rapidement, l'échange prend une autre tournure. Derut lui demande s'il ressent le besoin de liberté. Raon répond que les ombres sont destinées à suivre les ordres, qu'elles n'ont ni pensée ni émotion propre. Derut l'interroge alors. S'il en est conscient, pourquoi a-t-il de nouveau agi de son propre chef? Puis, il lui demande comment il a réussi à annuler son lavage de cerveau. Raon commence à transpirer nerveusement. Comment Derut a-t-il découvert la vérité? Nous apprenons alors que la famille Robert utilise une méthode de lavage de cerveau pour contrôler ses assassins, appelée ombre. Ils enlèvent d'où achètent des enfants, puis les façonnent en tueurs obéissants, exécutant les ordres les plus atroces. Raon lui-même a subi ce conditionnement, mais par un hasard du destin, il a réussi à s'en libérer. Il demande alors à Derut comment il a percé son secret. Ce dernier explique que chaque assassin possède deux colliers, l'un pour le lavage de cerveau, l'autre pour une mesure de contrôle plus extrême. Il claque alors des doigts et déclenche le second. Raon se met soudainement à cracher du sang. Une douleur atroce lui transperce la poitrine. Il hurle et s'effondre au sol, se tenant le torse, le souffle court. Il a l'impression que son cœur se déchire en deux. Derut l'observe froidement et explique qu'il s'agit d'un ver de rage, une créature implantée dans son corps qui se nourrit de son cœur. Comme si le lavage de cerveau ne suffisait pas. Raon comprend enfin. Il pensait être libre, mais tout n'était qu'illusion. Derut lui répond que ce n'est pas une question de justice, mais simplement de précaution. Il ajoute qu'un proverbe dit que tout le monde porte un masque, et que le sien est simplement plus épais que celui des autres. Raon, submergé par la colère, murmure le nom de son bourreau. Son passé est flou, car il a été élevé comme un chien de chasse loyal. En tant que chef des assassins, il n'a jamais eu d'esprit propre, ni d'émotion. Mais tout a changé lorsqu'il a découvert une technique légendaire, Anneau Dual Fang, ADF. Jadis, maîtrisée par le plus grand épéiste du continent, elle lui a permis de briser ses chaînes mentales. Il avait cru qu'il pourrait enfin atteindre la liberté. Alors pourquoi, au lieu d'être libre, se retrouve-t-il face à la mort? Quel crime a-t-il commis pour mériter une fin aussi insignifiante? Serrant les dents, il hurle. Ça ne peut pas finir ainsi. Dans un ultime élan, il se redresse. S'il doit mourir, alors il emportera au moins un morceau de son ennemi. Il jure qu'il ne périra pas comme un lâche. Il bondit vers Derut. Un instant plus tard, une entaille brille dans ses yeux. Sa tête s'envole, tranchée nette. Son corps s'effondre sur le sol. Derut fixe le cadavre, impassible. Il pense avoir tout anticipé. Cela faisait longtemps. À quand remontait sa dernière blessure? Peu importe. Au moins, Raon est mort pour de bon. Il ordonne à ses hommes de se débarrasser du corps avant de quitter la pièce. Après tout, Derut est l'artiste martial le plus puissant du continent. Raon n'aurait jamais pu gagner. Mais est-ce vraiment la fin? Raon, même dans la mort, sent que ce n'est pas juste. Toute sa vie, il a été manipulé, humilié, réduit à un simple pion. Un sentiment de rage bouillonne en lui. Il n'a jamais pu recevoir les éloges qu'il méritait pour avoir maîtrisé l'ADF. Il se moque bien de savoir si c'est Dieu ou le diable. Quelqu'un doit répondre à son appel. Soudain, son collier se met à briller d'une lueur bleutée. Une fenêtre apparaît devant lui. Vous avez été choisi par la rage. Vous allez posséder votre propre corps. Mais une erreur survient. Il est mort. Ses yeux se ferment. Lorsqu'il les ouvre à nouveau, un papillon danse devant lui, flottant dans un champ paisible. Une voix douce l'appelle « Sonny, regarde ici ». Il tourne la tête. Une femme souriante tient un jouet entre ses mains. Il balbutie « Maman ?» Elle s'approche et demande ce qu'il a. Il tend les bras vers elle, incapable de croire ce qu'il voit. Elle rit doucement. « Comme tu es mignon !»
Raon, troublé, se rend compte qu'il ne s'habituera jamais à cette situation. La femme qui le serre contre elle s'appelle Sylvia. Et bien qu'il peine à y croire, elle est sa mère. Il a été réincarné, avec tous ses souvenirs d'assassin. Au début, il a cru rêver. Sylvia le prend doucement dans ses bras et lui murmure qu'il fait beau aujourd'hui. Elle espère que le patriarche rentrera bientôt, afin qu'il puisse enfin lui donner un nom digne de ce nom. Après tout, elle ne peut pas l'appeler Sonny pour toujours. Raon, encore troublé par sa réincarnation, ne comprend pas grand-chose à sa situation. Mais une chose est sûre, il est né dans une famille influente, peut-être même prestigieuse. Il se dit que renaître dans une famille puissante est préférable à une famille ordinaire. Mais malgré cette nouvelle vie, la rage et le désir de vengeance brûlent toujours en lui. Il doit être patient. N'ayant jamais quitté cette chambre, il ignore où il se trouve, quel est le véritable statut de sa famille, ou même la situation politique du monde qui l'entoure. Il n'a pas encore eu l'opportunité de perfectionner l'ADF, sa technique ultime. Il doit attendre le bon moment. Dans sa vie précédente, il était déjà l'assassin le plus redouté de la famille Robert. Mais cela ne suffit pas. Cette fois, il doit devenir encore plus fort. Il analyse le manoir dans lequel il se trouve et comprend rapidement que cette famille est bien plus qu'une simple lignée renommée. Soudain, la porte s'ouvre brutalement. Une servante fait irruption et annonce l'arrivée du patriarche. Sylvia, prise de court, exprime sa surprise et tente de se préparer. Mais la servante lui dit qu'il est déjà trop tard. L'atmosphère change brusquement. Une tension écrasante envahit la pièce alors que la porte s'ouvre à nouveau. Raon sent immédiatement cette présence oppressante. Il lève les yeux et voit un homme entrer. Il a des cheveux blonds et porte une cape rouge. Son regard perçant évoque des flammes glaciales. Sylvia l'appelle d'une voix tremblante. Raon comprend instantanément. Cet homme, c'est Glenn. L'aura qu'il dégage est terrifiante. Il ne fait aucun doute. Cet homme est le zénith du continent. Le roi de l'annihilation. Raon réalise alors qu'il est né dans la famille la plus puissante du continent. Sylvia, hésitante, demande à Glenn s'il veut prendre l'enfant dans ses bras. Par une ironie du sort, le patriarche accepte et lui donne un nom, Raon, le même nom que dans sa vie précédente. La nuit tombe. Alors que le manoir s'apaise et que le silence s'installe, Raon se demande si tout le monde dort. Il repense à ce qu'il a ressenti en présence de Glenn, une suffocation écrasante. Pourtant, une opportunité s'offre enfin à lui. Jusqu'ici, il dormait presque tout le temps. À chaque réveil, Sylvia était à ses côtés, l'empêchant d'agir. Mais cette nuit, il est enfin seul. Il s'assoit lentement et pousse un soupir. Puis, il ferme les yeux et commence à cultiver son ADF. Il explique que la méthode d'entraînement classique du continent repose sur la respiration, permettant d'absorber le mana de la nature pour le concentrer dans un noyau d'énergie. Mais l'ADF est différent. Plutôt que de stocker simplement l'énergie, il crée un cercle de mana autour du cœur, permettant une croissance harmonieuse dans toutes les statistiques. C'est la meilleure technique d'entraînement pour un artiste martial. Et pourtant, il y a des secrets que même Derut ignorait à propos de cette technique. L'ADF ne se contente pas de renforcer le corps, il affine également l'esprit. Si Raon parvient à fusionner cette maîtrise avec le talent des plus grands épéistes de l'histoire, sa vengeance contre Derut ne sera plus un rêve. Il se concentre davantage, explorant le circuit de mana de son corps. Une sensation étrange le traverse. Une énergie glacée y circule, mais il sent que 9 endroits sont bloqués. À ce rythme, ses entraves pourraient le tuer. Il doit les briser avec l'ADF. Mais gaspiller cette énergie froide serait une erreur. S'il parvient à la fusionner avec son flux de mana, il pourrait obtenir quelque chose d'encore plus puissant. Il poursuit son entraînement jusqu'à ce que ses yeux se ferment malgré lui. Lorsqu'il se réveille, il se rend compte qu'il s'est endormi en cultivant. Il lutte pour garder les yeux ouverts, mais son corps est encore trop faible. Soudain, une présence s'approche. Son grand-père est là. Glenn se tient près de son lit et pose sa main sur lui. Le lendemain matin, Raon se réveille dans le couloir. Raon entend sa mère l'encourager à ramper un peu plus. Il soupire intérieurement, trouvant ridicule de devoir agir comme un véritable bébé. Ce rôle lui donne envie de mourir, mais il n'a pas d'autre choix que de jouer le jeu. Sa mère continue de l'encourager avec douceur, insistant sur le fait qu'il est un bon garçon. Soudain, une voix d'homme l'interpelle, et Sylvia, surprise,
se retourne avant de sourire avec bonheur. Elle commence à l'appeler monsieur, puis rectifie en disant Saint. Mais l'homme lui répond avec amusement qu'elle peut simplement l'appeler monsieur. Raon reconnaît immédiatement cet homme. Il s'agit du Saint des chiffons, un individu légendaire qui a atteint le sommet du monde grâce à sa puissance, ses techniques et ses compétences. Il est le médecin le plus célèbre, mais sa soif d'aventure l'empêche de rester en place. L'homme explique qu'il a entendu parler du bébé et qu'il a donc décidé de s'arrêter en chemin. Il observe ensuite Raon avec curiosité avant de demander si c'est bien l'enfant de Sylvia. Raon trouve la question exagérée, mais l'homme le prend dans ses bras pour l'examiner. Il remarque aussitôt que cet enfant est complètement différent de Glenn et demande son nom. Sylvia le lui donne et il remarque immédiatement la signification du prénom Ombre. Il s'interroge sur le choix de ce nom et Sylvia confirme qu'il a été donné intentionnellement. L'homme comprend alors que les rumeurs étaient vraies. Glenn et lui étaient bel et bien les meilleurs amis autrefois. Rag, comme il est surnommé, décide d'examiner l'enfant de plus près. Lorsqu'il pose sa main sur lui, il analyse immédiatement son état. Sylvia, inquiète, l'interroge sur ses observations. Le verdict tombe. Raon est atteint de la malédiction du froid glacial. Son mana est bloqué par une énergie de glace. Et si rien n'est fait, il risque de mourir. La seule solution est de le soigner régulièrement pour empêcher la situation de s'aggraver. Sylvia refuse d'y croire, mais Rag insiste. Il promet de rédiger une ordonnance immédiatement. À cet instant, une servante entre précipitamment, essoufflée. Elle annonce que le patriarche cherche Rag et veut le voir immédiatement. Ce dernier soupire, trouvant le moment mal choisi, mais il se lève à contre-cœur pour s'exécuter. Pendant ce temps, Raon comprend peu à peu l'origine du froid qui l'envahit. Cependant, savoir ce qui lui arrive ne change rien. Il doit simplement mouler son ADF pour s'adapter à cette nouvelle réalité. Sylvia, en revanche, ne peut contenir ses émotions et éclate en sanglots. Raon est surpris par cette réaction soudaine. Elle répète que tout cela n'est qu'un mensonge, qu'il est impossible qu'il meure ainsi. Elle est prête à tout pour le sauver et refuse d'envisager un autre destin pour lui. Une douleur inconnue transperce Raon, une sensation qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. Son cœur semble se serrer, une émotion nouvelle le submerge. Il réalise que voir Sylvia dans cet état lui est insupportable. Instinctivement, il tend la main et effleure sa joue, lui demandant silencieusement d'arrêter de pleurer. Contre toute attente, Sylvia s'immobilise. Puis, dans un anglais parfait, Raon prononce un simple mot « Maman ». C'est à cet instant que la porte s'ouvre brusquement. Glenn fait irruption, imposant et inébranlable. Une servante tente désespérément de l'arrêter, essoufflée et paniquée. Glenn, implacable, la réprimande pour son manque de respect et son comportement déplacé. Mais la servante, à bout de souffle, tombe à genoux et le supplie. Elle implore Glenn de sauver Raon, insistant sur le fait qu'il est tout pour Sylvia. Glenn, impassible, rétorque qu'il connaît les sacrifices nécessaires pour vivre en tant qu'artiste martial et ne voit aucune raison d'aider quelqu'un qui ne pourra jamais contribuer à la famille. Sylvia s'indigne et rappelle qu'il s'agit de son petit-fils. Glenn, indifférent, rétorque qu'il est le petit-fils qu'elle a ramené après avoir abandonné la famille et qu'elle devrait déjà être reconnaissante qu'il ait daigné lui accorder un nom. Malgré ses supplications, Glenn reste de marbre et ordonne qu'on l'emmène. Sylvia continue de le supplier alors qu'elle est traînée hors de la pièce, mais Glenn ne fléchit pas. Raon assiste à la scène sans pouvoir intervenir. De son côté, Rag soupire face à l'obstination du patriarche. Il le qualifie de têtu, se demandant pourquoi il agit ainsi alors qu'il l'a lui-même convoqué pour voir son petit-fils. Glenn lui coupe la parole et exige des détails sur l'état de Raon. Rag résume rapidement la situation. Il explique que Glenn a déjà réussi à chasser une partie du froid en lui, ce qui permettra à Raon d'aller mieux temporairement. Cependant, il est pratiquement impossible qu'il devienne un jour un expert en arts martiaux. Glenn, pensif, fixe le thé dans sa tasse avant de murmurer qu'il est prêt à tout sacrifier. Rag le questionne alors. Pourquoi avoir donné ce nom à Raon? Glenn reste silencieux un instant, avant d'éloigner lentement sa tasse de ses lèvres. Il explique alors que ce nom ne signifie pas seulement ombre. Il y a 1000 ans, ce prénom avait une toute autre signification. Plus tard, Sylvia administre un médicament à Raon, un remède concocté par Rag. Raon grimace immédiatement face à l'odeur nauséabonde du breuvage. Sylvia l'encourage à tenir bon, et même la femme de chambre semble soulagée de voir qu'il supporte le traitement. Sylvia le serre tendrement contre elle, soulagée de constater qu'il résiste. Mais Raon, lui, sait que ce n'est pas ce médicament dont il a réellement besoin. La médecine du feu est ce dont Raon a le plus besoin en ce moment. L'air chaud chasse peu à peu l'air froid de ses circuits, aidant ainsi son corps à mieux supporter la malédiction qui l'affaiblit. Le temps passe, et l'histoire reprend 2 ans plus tard. Raon a continué son entraînement,
et a pris régulièrement ses médicaments. Durant cette période, il a acquis une bague ou une ADF. Ensuite, encore 2 années supplémentaires s'écoulent. Il décrit alors sa routine quotidienne. Le matin, il joue avec Sylvia et Hélène, puis s'entraîne vers minuit et pendant l'heure de la sieste. Après tout ce temps, Raon a maintenant 5 ans. C'est alors que la fenêtre d'état refait son apparition, lui permettant d'évaluer sa progression. Il a atteint le 2e ADF. Un sourire satisfait s'étire sur ses lèvres. Il contemple la fenêtre et se réjouit d'avoir enfin réussi. Il remarque que ses sens du mana sont devenus plus sensibles et se demande si cela est dû à cette mystérieuse interface. Alors qu'il réfléchit, il entend Hélène lui parler. Elle lui demande si elle peut prendre son linge. Il l'observe un instant puis la voit fouiller dans ses vêtements. Il réalise alors qu'elle ne peut pas voir la fenêtre d'état. Il se souvient qu'elle a commencé à apparaître dès qu'il a obtenu son ADF une étoile. Au départ, il ne comprenait pas ce que c'était, mais il a fini par comprendre que c'est un système lui permettant d'évaluer ses statistiques actuelles. En observant la réaction d'Hélène, il se rend compte que lui seul peut la voir. Bien qu'il ait atteint 2 étoiles, il admet que son endurance reste faible et que la malédiction du froid amer est toujours présente. Il sait que sans les médicaments, sa progression serait bien plus difficile. Au cours des 5 dernières années, tous les membres de l'annexe ont veillé à son bien-être, le traitant avec autant d'attention qu'un prince. À chaque blessure, ils se sont occupés de lui avec soin. Raoun soupire en réalisant qu'il n'a que 5 ans et beaucoup de temps devant lui. Il ne ressent aucun besoin de se précipiter. Cependant, il sait que sa malédiction et sa faible endurance sont les raisons pour lesquelles il se fatigue aussi vite. Malgré cela, il se rappelle sa vie passée où il était le plus grand assassin. Avec ses points F, il sait que ses faiblesses finiront par disparaître. Il a également appris à manier l'épée de Sigard, ce qui lui permet de trancher le coup de Derut. Toutefois, en raison de la force de Derut, il doit faire preuve de patience et saisir l'opportunité lorsqu'elle se présente. C'est alors que Sylvia entre dans la pièce. Elle lui annonce qu'ils doivent aller quelque part aujourd'hui et l'invite à se changer et se préparer. Ils doivent se rendre au bâtiment principal. À ce moment-là, l'auteur décide d'expliquer la structure du continent. Il est dirigé par 6 empereurs et 5 démons. Parmi eux, la famille Sigard fait partie des empereurs. Ces derniers représentent l'influence bénéfique, tandis que les démons menacent la paix. Cependant, d'autres forces existent en dehors de ces 2 factions. Une cérémonie de jugement est organisée afin de déterminer si ces forces sont bonnes ou mauvaises. Aujourd'hui marque le jour du jugement de Sigard. Lorsqu'ils entrent dans la salle, Raon constate qu'une grande foule assiste à l'événement et discute des participants à la cérémonie. Quelqu'un mentionne Sylvia et la traite de paria. Dès qu'elle entre, tous les regards se braquent sur elle avec mépris. Lorsqu'il remarque Raon, il réalise qu'il est son enfant et qu'il semble en bonne santé, ce qui va à l'encontre des attentes. Raon ressent une vive colère en entendant les murmures méprisants à l'égard de sa mère. Il n'aime pas la façon dont il la traite. Certains vont même jusqu'à la qualifier d'effrontée, ce qui attise sa rage. Sylvia, cependant, tente de le rassurer. Elle lui dit que cela n'a pas d'importance, qu'il suffit de se concentrer sur elle. Mais Raon ne dit rien. C'est alors que le patriarche fait son entrée. L'envie d'assister à cette cérémonie semble lui peser. Glenn prend place, son regard se baissant légèrement. Il s'assure que tout le monde est présent, puis l'épée du jugement est apportée. Glenn déclare alors que la cérémonie peut commencer. On explique que la pierre de l'épée détermine la capacité de mana de celui qui pose la main dessus. L'un des observateurs annonce qu'ils vont commencer par Buren Sigard. L'enfant se présente et se soumet à l'examen. Raon comprend alors l'importance de cette cérémonie. La capacité de mana d'un enfant devient stable après ses 4 ans. C'est donc à ce moment-là que leur potentiel est évalué. La cérémonie de jugement permet ainsi de déterminer leurs aptitudes. Lorsque vient le tour de Durun, il obtient l'attribut du vent, ce qui suscite l'enthousiasme de l'assemblée. Glenn, quant à lui, observe la scène et commente que c'est un bon attribut. C'est un bon attribut pour un épéiste. Ensuite, nous voyons qu'une fille nommée Charlotte du clan Sulion se présente. Raon comprend alors que plus le mana monte, plus il devient pur. L'attribut mana est représenté par la pointe de l'épée, ce qui permet de déterminer le talent de chacun. Il remarque aussi que les habitants d'ici accordent autant d'importance au talent qu'à leur propre vie. Il se dit qu'il n'obtiendra probablement pas de bons résultats, même avec un ADF 2 étoiles, car il a encore beaucoup d'air froid dans ses circuits. Mais les résultats n'ont pas d'importance pour lui. Finalement, ils appellent la dernière personne. La salle est remplie de dégoût en découvrant qu'il s'agit de Raon. Sylvia lui dit de ne pas y aller, mais il répond qu'il n'a pas d'attente particulière et qu'il doit seulement trouver l'attribut de mana adapté à son corps. Elle lui demande alors de faire comme les autres enfants. Il acquiesce, pousse un soupir, puis pose la main sur l'épée. Soudain, une lueur orange éclaire la salle. Raon s'interroge sur cette lumière.
Sa vision commence alors à changer et il voit une scène étrange, comme un dessin d'enfant inspiré de Pokémon. Devant lui, un homme debout se tient dans la lumière. Raoun s'approche, intrigué. L'homme pointe son épée vers le ciel, et la même aura dorée qui est apparue il y a une seconde l'enveloppe. Pourtant, son visage reste caché. D'un mouvement fluide, l'homme abaisse son épée, tranchant les monstres devant lui, dans une explosion massive. Raoun ouvre brusquement les yeux, stupéfait. Personne d'autre n'a rien vu. Mais, autour de lui, on se moque de son faible résultat. Glenn reste silencieux, tandis que sa mère le réconforte en lui disant qu'il s'est bien débrouillé. La salle, cependant, continue à le mépriser, affirmant que son seul héritage est sa chevelure blonde et ses yeux rouges. Exaspéré, Glenn intervient et demande à tout le monde de se taire, prétextant que le brouhaha devient insupportable. Puis, d'un ton autoritaire, il met fin à la cérémonie et ordonne aux invités de partir. Les étrangers s'éloignent, toujours souriants. Lorsque la salle se vide, seuls Glenn et Alfred restent. Glenn semble perplexe. Il murmure qu'il ne s'attendait pas à grand-chose de la part de Raon. Mais à cet instant, l'épée recommence à briller. Une aura dorée jaillit à nouveau, identique à celle de la vision de Raon. Glenn reste figé, choqué. Il observe attentivement la lumière et s'exclame « C'est doré, comme le soleil !» Il se remémore alors un ancien livre mentionnant que le premier patriarche de Sigard possédait un feu transcendantal, si puissant qu'il pouvait faire fondre les flammes du royaume des démons. Ce mana doré, ces flammes légendaires, n'ont existé qu'une seule fois dans l'histoire de la famille. Le mana brille comme le soleil, et il porte un nom, Flamme d'or. Glenn, troublé, se demande ce qui est en train de se passer. De retour au point de vue de Raon. Il constate que ses traits ne sont toujours pas débloqués, et décide qu'il est temps d'atteindre 3 étoiles sur son ADF. Le temps a passé depuis la première cérémonie du jugement, et Raon a maintenant 12 ans. Pour une raison étrange, le groupe des Scolators affiche 21 ans, ce qui semble être une erreur de calcul. Mais peu importe. Raon est sur le point d'atteindre la 3e étape. Il aurait pu progresser plus vite s'il avait trouvé un moyen de contrer le froid. Heureusement, sa tolérance à l'eau a progressé, atteignant 2 étoiles. Grâce à cela, le froid a disparu. Sa mère l'appelle alors, lui demandant ce qu'il fait encore ici. Elle lui rappelle qu'il doit se préparer, sous peine d'être en retard. C'est l'heure de sa 2e cérémonie de jugement. Il sait qu'il va devoir faire face au même visage agaçant. La cérémonie s'est terminée beaucoup plus tôt que prévu. Glenn prononce le nom de Raon, affirmant qu'il est certain qu'il a reçu l'ordre de suivre l'entraînement de base et se demande pourquoi il n'a pas répondu pendant 1 mois entier. Raon ne comprend pas de quoi il parle. Sylvia intervient en criant que Raon est différent des autres enfants, car il a trop d'énergie froide pour supporter l'entraînement. Glenn répond que c'est leur terre et qu'il n'y a pas d'exception pour quelqu'un qui porte le nom de Zigart. Sylvia commence à s'inquiéter davantage lorsqu'il lui rappelle qu'elle doit vivre en tant que Zigart et que, si elle ne le veut pas, elle doit partir. Tout le monde dans la salle éclate de rire, en suggérant qu'il serait intéressant de la voir s'enfuir à nouveau, mais qu'elle ne pourra pas survivre une seconde fois à la destruction de ses circuits de mana. Certains se moquent encore d'elle, la traitant de pathétique. Raon comprend alors pourquoi sa mère est traitée de cette manière. Elle avait quitté la famille après avoir perdu son noyau d'énergie et ses circuits de mana, et elle était revenue après la mort de son père. Étant une descendante directe qui a quitté la famille puis est revenue, elle est perçue comme une honte. Puisqu'il est son fils, il sait qu'il sera traité de la même façon, mais il refuse de rester inactif et de la voir être maltraitée. Il s'avance vers l'épée, mais Sylvia l'arrête en lui disant qu'elle va s'en occuper. Il lui répond que tout va bien et qu'il suivra l'entraînement le mois prochain, conformément à l'ordre de Glenn. Le maître actuel de la salle d'arts martiaux lui demande s'il ignorait réellement l'ordre. Et Raoun confirme que oui. Il lui est alors conseillé d'abandonner, mais il refuse, affirmant qu'il doit être à la hauteur du nom de la famille et qu'il suivra l'entraînement. Glenn libère alors une puissante aura, demandant s'il comprend le poids de ses paroles. Un rapace posé non loin de Raoun commence à saigner sous la pression, et Raoun a l'impression d'être écrasé. Il réalise alors que Glenn est bien plus fort que Robert et qu'il mérite son titre de roi de l'anéantissement. Sylvia tente d'intervenir, expliquant que Raon est encore jeune et ne comprend pas ce qu'il dit. Le maître de la salle d'arts martiaux est d'accord, mais Glenn les interrompt d'une voix ferme, ce qui les effraie tous deux. Sylvia s'empresse alors d'attraper Raon en lui demandant d'arrêter, arguant qu'il n'est pas en état de s'entraîner. Raon, malgré la douleur et la pression exercée par l'aura de Glenn, refuse de reculer. Il repense à sa vie passée en tant qu'assassin, constamment proche de la mort, et refuse de continuer à vivre ainsi. Il ne veut plus se cacher dans les ténèbres, ni être connu sous son ancien nom. Il prend alors une décision et promet qu'il ramènera sa mère à sa position d'origine. Glenn lui demande alors s'il connaît réellement le poids de ces mots et s'il est conscient de la puissance de leur famille. Raon affirme qu'il apprendra par l'entraînement et qu'il protégera Sylvia, ainsi que la joie et les sourires de ceux qui les entourent. Glenn conclut qu'il jugera alors les normes des Zigart à travers l'entraînement et décide que l'instructeur se préparera en conséquence pour ne pas le décevoir.
Raoun tombe légèrement en arrière, réalisant qu'il est désormais officiellement engagé sur cette voie. L'entraînement commence alors. Plusieurs enfants s'exercent dans la cour d'arts martiaux. Le second maître de la salle, Karen Zigart, est surpris de voir Raoun en action, lui qui était censé être trop faible pour bouger correctement. Un serviteur lui rapporte qu'une conversation entre Rag et le patriarche a révélé que Raoun souffre d'une maladie et que son corps est dans un état anormal. Il ne comprend pas comment Raoun peut supporter l'aura de son père malgré cette condition. En y réfléchissant, Karen se souvient que Sylvia était plus douée que quiconque. Il donne alors l'ordre de placer une femme de ménage dans le bâtiment où vit Raoun, demandant qu'elle rapporte tout ce qu'elle peut découvrir. Glenn traverse ensuite la 5e salle, où tout le monde s'incline sur son passage, à l'exception d'un elfe aux cheveux roux, Lesmure. Glenn l'interpelle, affirmant qu'il sait qu'il ne dort pas réellement et lui ordonnant de se lever. Lesmure trouve étonnant que Glenn soit le seul à voir à travers ses techniques de sommeil. Glenn lui rappelle que tout le monde travaille, sauf lui. L'instructeur en chef Lesmure répond qu'ils ne font que suivre les ordres de Glenn et qu'ils travaillent avec leur tête, pendant que d'autres travaillent avec leur corps. Glenn lui rétorque qu'il ne change pas, même après 50 ans. Lémur admet que les gens ne changent pas facilement. Glenn demande alors s'il est là à cause de son plus jeune petit-fils et mentionne que Sylvia est aussi venue le voir. Sylvia ne s'attend pas à voir Glenn arriver aussi. Elle a déjà demandé à Lesmure de veiller à ce que Raoun ne soit pas blessé. Mais si Glenn est venu pour demander la même chose, il perd son temps, car il n'y aura aucune exception, même pour le plus jeune. Glenn est d'accord et insiste pour que l'entraînement reste difficile. Il ne veut pas de faibles dans leur famille. Lesmure remarque quelque chose, puis s'arrête et fait semblant d'être distrait. Il dit qu'ils doivent vraiment aimer Raon. Glenn l'ignore et lui rappelle que s'ils n'étaient donc pas amis, il l'aurait déjà mis à terre. Il lui demande de ne garder que les élèves les plus forts pour l'entraînement. Lesmure accepte et Glenn s'en va. Après son départ, Lesmure pense à Raon et se demande à quoi il ressemble. La fenêtre de statue de Raon montre qu'il est maintenant un 3 étoiles, ce qui a affaibli la malédiction du froid glacial sur lui. Il sent que son corps est plus sensible et que son esprit est plus clair qu'avant. Après l'entraînement, sa mère vient le voir pour le réconforter. Grâce à elle, il comprend mieux ses limites. Sa fenêtre de statue l'aide à grandir plus vite, mais ce n'est que le début. L'entraînement des Zigart est connu pour être très difficile. Être un 3 étoiles, ce n'est qu'un premier pas. Il sait qu'il doit devenir encore plus fort pour faire taire ceux qui se moquent tant de lui. Il pense aussi à l'épée céleste Saint de Ruth, qu'il devra bientôt affronter. Tard dans la nuit, Sylvia entre dans sa chambre et est surprise de le voir encore debout. Elle veut lui parler avant qu'il ne parte s'entraîner. Elle hésite, puis lui dit qu'elle s'inquiète. Il ne montre jamais quand il a mal. Et si jamais il se blesse gravement, elle lui dit qu'elle pourrait repousser son départ d'1 an. Raon refuse tout de suite. Il ne supporte pas que les autres l'insultent, et surtout qu'il regarde sa mère avec mépris. Il est sûr que s'il devient fort, ils arrêteront de la traiter ainsi. Sylvia sourit, et comprend qu'ils se demandent pourquoi ils sont si mal vus. Elle commence alors à lui raconter son passé. Lors d'une mission, elle est tombée amoureuse de son père, mais leur amour était compliqué car il était un simple chevalier. Pour être avec lui, elle a détruit son noyau d'énergie et quitté la famille. Elle lui parle aussi de Sia, sa grande sœur de 2 ans, son aînée. Mais un jour, ils ont été attaqués. Son père n'était pas très fort et, comme elle était enceinte, ils n'ont rien pu faire. Il avait engagé des gardes pour les protéger, mais ils étaient incompétents et sont arrivés trop tard. Son père et sa sœur ont été tués sauvagement. N'ayant plus d'autre choix, elle est retournée dans sa famille. C'est pour cela qu'elle est maltraitée maintenant. Elle sait qu'elle ne peut rien faire contre ça. Raoun comprend mieux ce que les autres pensent d'elle. Pour eux, elle a fui ses responsabilités par amour et est revenue comme une perdante. Mais pour lui, elle c'est la seule personne qu'il a aimée. Même si les autres pensent qu'elle est égoïste, elle reste sa mère. Il lui demande si elle regrette ses choix. Elle lui répond que non. Avant de partir, elle avait l'impression d'être invisible dans la famille. Mais une fois loin d'eux, elle s'est sentie vivante. Elle était heureuse avant, et elle l'est encore aujourd'hui. Elle s'excuse d'avoir été une mauvaise mère. Raon la regarde et lui dit qu'il va bien. Elle ne doit pas s'inquiéter. Il sourit et lui promet qu'il la vengera, et qu'il l'aidera à retrouver sa place dans la famille. Sylvia se met à pleurer comme un enfant. Un peu plus tard, Raon réfléchit. Il a eu du mal à la rassurer. Il doit maintenant vérifier l'ADF avant de dormir, car l'entraînement approche. En regardant son statut, il remarque que l'ADF tourne plus vite maintenant qu'il est un 3 étoiles. Il se demande à quoi ressembleront les niveaux suivants. Soudain, une lumière bleue apparaît devant lui et se met à parler. Une voix dit que le moment est venu et qu'il a franchi un cap. L'entité se présente comme Urat, le 2e seigneur du royaume des démons. Raon ne comprend pas. Il regarde sa fenêtre de statue et voit un nouveau trait de caractère apparaître, la rage. Urat explique que s'il lui donne son corps et son âme, il comprendra qu'il n'est encore qu'un enfant. Raon veut savoir qui il est, mais Urat dit qu'il se pose la même question sur lui.
Il explique que la rage qu'il a ressentie n'est pas normale pour un enfant. Puis, il dit que ce n'est pas grave, car cette rage est bien réelle et cachée au fond de lui. Enfin, il lui fait une offre, lui donner son corps et son âme. Urat promet à Raon qu'il l'aidera à obtenir la vengeance qu'il désire. Raon se demande s'il parle de la haine qu'il ressent envers Derut. Mais il répond qu'il n'a pas besoin d'aide. Il se vengera lui-même. Il ne veut pas compter sur quelqu'un d'autre. Urat rit et lui dit qu'il ne comprend pas. Ce n'est pas une négociation. La décision est déjà prise. Son corps grandit et une terrible aura froide envahit la pièce. Raon frissonne. Urat lui dit d'abandonner son corps et fonce sur lui. L'aura bleue remplit l'espace comme si elle l'avalait. Raon sent son esprit vaciller, comme s'il allait s'éteindre. Puis, Urat prend l'apparence de Derut et lui murmure de laisser la rage le contrôler. Il ajoute que même un dieu finirait par mourir. Raon serre les dents. Il résiste grâce à son affinité avec l'eau, mais ce n'est pas suffisant. Le froid attaque aussi son esprit de l'intérieur. Urat s'approche et lui souffle à l'oreille que tout cela est l'œuvre de Derut. Raon ne sait pas ce qu'Urat ferait s'il lui donnait son corps. Il ne peut pas prendre ce risque. Urat lui dit d'arrêter de lutter, que ce serait plus simple d'accepter. De toute façon, il va prendre son corps de force. Raon sent son corps craquer sous la pression. Il sait que s'il continue comme ça, il va mourir. Mais alors, une idée lui vient. S'il peut supporter le froid grâce à l'eau, il peut sûrement calmer la douleur avec son ADF. C'est sa seule chance. Il commence à canaliser son énergie, et Urat se fige. Il semble inquiet. Comment est-ce possible? Il vient à peine de se réveiller, il ne devrait pas être si fort. Mais Raon se concentre et tient bon. Il dit fermement qu'il n'a pas besoin d'Urat et qu'il se vengera seul. Il ne laissera pas un fantôme prendre son corps. Urat est furieux. Il crie qu'il est un seigneur démoniaque. Mais Raon se moque de lui. Il suppose que ce titre ne veut rien dire, vu qu'il est incapable de le battre. Raon se souvient qu'Urat a dit qu'il venait de s'éveiller. C'est donc pour ça qu'il ne peut pas utiliser toute sa puissance. Puis une fenêtre de statue apparaît. De nouvelles capacités ont été débloquées. Urat panique. Pourquoi est-ce Raon qui reçoit ses pouvoirs? Raon demande des explications, et Urat finit par avouer qu'il a créé le système. Mais alors, pourquoi est-il lié à lui? Raon comprend que c'est sûrement pour mesurer sa progression. Urat est surpris. Raon le frappe avec un coup de poing rempli de mana. Il veut tester quelque chose. Personne ne réagit au bruit. Cela signifie qu'il est probablement le seul à voir Urat. Urat recule, mais Raon ne lui laisse pas le temps de réagir. Il l'enferme jusqu'à ce qu'il avoue tout. Urat finit par se transformer en bracelet de fleurs et se fixe à son poignet. Urat menace Raon. Son sceau a été levé récemment, mais une fois qu'il retrouvera sa force, ce sera la fin. Raon soupire. Il aimerait se débarrasser de lui, mais cela risquerait aussi d'effacer le système. Et qui sait ce qu'Urat pourrait faire à Sylvia? Il décide donc de le garder sous contrôle. De plus, cela pourrait l'aider à devenir plus fort plus vite. Il regarde le bracelet et demande pourquoi il a pris cette apparence. Urat répond qu'il respecte juste ses propres goûts. Raon accepte, un peu amusé. Le lendemain, Hélène réconforte Sylvia, qui est inquiète. Raon descend les escaliers et annonce qu'il est prêt à partir pour l'entraînement. Hélène et Sylvia lui disent de ne pas trop forcer. Il leur répond qu'il fera attention. Hélène demande à Sylvia si elle compte le laisser partir avec un visage aussi triste. Sylvia prend une grande inspiration et dit qu'elle croit en lui. Raon lui assure que s'il n'y arrive pas, il abandonnera. Il la salue et part. Sylvia regarde son fils s'éloigner, inquiète. Même s'il va mieux, il reste fragile. Hélène la rassure. Lesmure est le plus perspicace de tous. Il saura s'occuper de Raon. Malgré tout, Sylvia ne peut s'empêcher de pleurer en le voyant partir. Raon lui rappelle en souriant qu'il s'échappera si jamais la situation devient trop dangereuse. Sylvia décide alors de lui faire confiance. Elle prie pour qu'il revienne sain et sauf. À son arrivée au centre de formation, Raon remarque qu'il y a énormément d'enfants. Il n'y a pas que la famille Zigart, mais aussi des élèves venus de l'extérieur. D'après Hélène, il y a plus de monde que d'habitude cette année. C'est pour ça que la 6e salle a dû venir en renfort. Raon entend certains élèves parler dans son dos. Il le traite de honte de la famille et se moque même de son bracelet. Urat s'énerve et menace de leur arracher les yeux. Raon lui dit de se calmer. Il préfère régler ça autrement. Il s'avance et interpelle ceux qui parlent pendant son dos. Il leur dit que s'ils ont quelque chose à dire, ils n'ont qu'à lui dire en face. Les garçons rient, ils lui répondent qu'un membre de la lignée indirecte n'a pas son mot à dire. Raon leur rappelle qu'eux non plus ne font pas partie de la lignée principale. Alors pourquoi parle-t-il comme s'ils étaient au-dessus de lui? L'un des garçons serre le poing, prêt à se battre. Raon ne recule pas et se prépare à riposter.
Mais avant qu'un coup ne parte, un autre enfant intervient et leur ordonne d'arrêter. C'est l'enfant Buran, de tout à l'heure, qui dit que les étrangers font honte au nom de la famille. Il recule par peur, et Buran dit à Rohan d'apprendre où se trouve sa place. Il n'est rien de plus que de la poussière. Alors s'il ne veut pas être mis à la porte, il doit rester discret. Attirer l'attention de Glenn à l'époque n'était qu'une question de chance, et il a juste profité de la situation. Un perdant échouera à l'entraînement. Il ajoute que s'il ne se comporte pas bien, il doit partir puisqu'il ne passera pas. Rohan sourit et lui dit qu'il aime bien débiter des conneries. Puis il lui demande ce qu'il est, en disant que la seule chose qu'il a, c'est une lignée directe. Alors, de quel droit lui parle-t-il ainsi? Buran se met en colère, mais Lesmure ouvre soudainement la porte d'un coup de pied. Il les interrompt alors qu'ils allaient continuer à parler. Il remarque qu'ils se disputent déjà. Rohan reconnaît Lesmure et dit qu'il ne s'attendait pas à le voir ici. Buran claque la langue et quitte la pièce. Lesmure se présente alors à tout le monde. Il annonce qu'il a entendu dire qu'il y avait 160 personnes et que c'est beaucoup trop. Il va donc réduire leur nombre à un quart. Les élèves commencent à paniquer. Urat dit qu'il va arracher les oreilles de l'elfe. Mais Lesmure leur rappelle que sa parole ici est la loi et que s'ils ont un problème, ils peuvent toujours aller se plaindre à Glenn. Ensuite, il leur demande ce qu'ils attendent pour s'enfuir. Certains élèves hésitent, puis commencent à courir. Urat demande à Raoun pourquoi il court tout au fond. Raoun répond que ce n'est pas une course et qu'il n'a pas besoin de dépasser les autres. Il explique que Lesmure observe le potentiel et le tempérament des élèves et que le gagnant du test est celui qui persévère jusqu'à la fin. On voit ensuite Buran et les autres dirigeants courir en tête. Les spectateurs murmurent que même si tout le monde est rapide, eux le sont encore plus. Ils n'ont que 12 ans, mais ils ont déjà atteint un niveau impressionnant. Ils s'inquiètent de ce qu'ils pourraient devenir à l'avenir. Puis, ils remarquent Raon à l'arrière, épuisé. Ils se rappellent qu'il est malade et trouvent étonnant qu'il puisse tenir aussi longtemps. Lesmure commence à sourire. Il trouve cela intéressant car il n'a jamais vu quelqu'un comme lui avant. Il explique qu'il pensait que les humains dont il ne pouvait pas calculer les talents étaient les plus forts du continent. Il peut normalement voir l'avenir de la plupart des enfants. Mais avec Raon, il ne ressent rien. Cela signifie qu'il est plus fort que lui et hors de sa portée. Les autres enfants rient en voyant Raon à la dernière place. Ils disent que c'est logique vu son arrogance. Il va bientôt être recalé. Mais Raon leur répond que ce n'est pas une compétition. Ils trouvent ça absurde qu'ils disent ça, alors qu'ils ne font que courir. Pour lui, c'est censé être un entraînement. Il explique que dans sa vie passée, il courait comme un fou pour échapper aux bêtes. Comparé à ça, cet exercice est bien trop facile. Il continue donc à avancer sans s'arrêter. Lesmure l'observe avec surprise. Il se demande comment Raon peut encore courir alors qu'il devrait être épuisé depuis longtemps. Il a déjà dépassé ses limites. Ce n'est plus de la simple détermination à ce stade. Il se demande s'il a la même mentalité que ceux qui se sont entraînés au bord de la mort. Buran se retourne et aperçoit Raon juste derrière lui. Il ne comprend pas comment il peut encore courir alors qu'il est censé être malade. Il se souvient d'avoir entendu les médecins parler de son état de santé et trouve cela agaçant. Alors, pour prouver qu'il va mieux, il active son aura et accélère. Il prend rapidement la première place, ce qui surprend Raon. Mais ce dernier ne semble pas perturbé. De toute façon, ce n'est pas une compétition. Pour lui, c'est une quête secondaire pour renforcer son mental. Au bout d'un moment, la plupart des enfants sont épuisés. Ils s'étonnent que Raon puisse encore courir sans montrer de signes de fatigue. Raon leur répond que c'est absurde, car il a l'impression d'être sur le point de s'effondrer. Son cœur semble prêt à lâcher à tout instant. Mais il utilise son ADF pour maximiser son endurance. Au moins, il s'améliore rapidement. Il doit activer son pouvoir à fond pour en ressentir les effets. Alors qu'il est heureux de progresser, Urat intervient et le traite de pitoyable. Il trouve que son futur vaisseau est dans un état lamentable. Puis, Urat lui demande de lui remettre son corps. Raon refuse, ce n'est pas le moment. Urat insiste et menace de tout geler. Il attaque et Raon ressent une douleur vive à l'intérieur de son corps. Il serre les dents. Il doit endurer l'intrusion de son esprit et faire comme si de rien n'était. Il dit à Urat d'arrêter, car ça ne marchera pas sur lui. Urat rit et lui répond que personne ne peut résister à sa rage. Il lui propose alors de voir combien de temps il pourra tenir. Toute la vallée commence à commenter la scène. Mais Raon sent qu'il est à bout. Son corps ne lui obéit plus. Sa vision se trouble. Sa respiration devient difficile. Il se demande si c'est sa limite. C'est alors que Lesmure intervient et annonce que ça suffit. Raon ralentit, essoufflé. Buran le fixe intensément. Urat demande à Raon comment il a fait pour résister. Raon sourit
et répond qu'il l'avait prévenu que ça ne marcherait pas. Mais au final, il est satisfait. Cela a renforcé sa réactivité et sa force physique. Une fenêtre apparaît, indiquant qu'il a reçu de l'expérience. Urat demande alors comment c'est possible, trouvant cela stupide. Lesmure félicite tout le monde, puis annonce que ce qu'il a dit avant le test n'était qu'un mensonge destiné à les motiver. Cependant, s'ils obtiennent les mêmes résultats qu'aujourd'hui, ils échoueront. Sur les 160 participants, un seul a couru jusqu'au bout. Certains ont utilisé l'aura pour tricher, mais ils se moquent de la manière dont ils ont réussi puisque, au final, c'est leur propre test. Toutefois, s'ils suivent ces instructions, ils ne rateront pas l'épreuve. Il explique qu'ils doivent désormais se préparer au test dans 6 mois pour devenir des stagiaires officiels. Il choisira les meilleurs stagiaires, mais ne les classera pas. Ensuite, il leur dit qu'ils peuvent aller dans leur dortoir et visiter le centre d'entraînement. Nous voyons alors Lesmure partir dans les bois, où il tombe sur Glenn. Il lui dit qu'il fait la sieste. Glenn lui demande ce qui se passe. Lesmure répond qu'il a vu le test lui-même. Alors pourquoi poser la question? Il sait à quel point ses yeux sont fiables. Ruens et Buran sont talentueux, mais ça, il le savait déjà. Certains des autres enfants aussi. Pourtant, à ses yeux, ils ne sont rien. Quand il regarde Raon pour la première fois après Glenn, il remarque qu'il n'arrive pas à ressentir quoi que ce soit. Sa vie a été ennuyeuse depuis que son noyau a été détruit. Mais maintenant, elle devient intéressante. Glenn lui rappelle qu'il a choisi d'être instructeur et ne doit pas oublier ses devoirs. Lesmure répond qu'il le sait, mais qu'il pense avoir enfin trouvé quelqu'un à qui il peut confier son avenir. Glenn trouve cela ironique, puisqu'il considère que Raon ne pourra jamais devenir un artiste martial. Lesmure sourit, disant qu'il sait aussi que ce n'est pas une simple coïncidence. Puis, maintenant que tout est terminé, il décide de se rendre au centre d'entraînement. Urat, de son côté, continue à parler. Il dit qu'il ne sait pas quand s'arrêter. Les autres enfants le regardent avec mépris. Ils discutent entre eux, affirmant que c'est impossible qu'il ait tenu aussi longtemps. Il a sûrement triché. Nous apprenons alors qu'un des enfants s'appelle Crâne. Il suggère que Raon a pris une sorte de médicament miracle et qu'il a entendu dire que le saint des Haillons lui en avait donné un il y a longtemps. Crâne ajoute qu'après une telle performance, ils doivent lui donner une leçon. Nous voyons alors Raon se faire projeter contre un arbre. Il demande pourquoi ils font cela. Un des enfants, pris au hasard, l'accuse d'avoir triché avec un médicament miracle. Son fils le soutient et affirme qu'il utilise des astuces. Ils lui disent de ne pas avoir peur, qu'ils sont juste là pour discuter. Crâne lui explique que ce genre de choses arrive souvent, puis il lève le poing pour le frapper. Urat demande alors à Raon s'il va accepter cette humiliation. Sans hésiter, Raon frappe Crâne au visage. Cela surprend les autres enfants, y compris Urat. Raon leur dit que si leur intention est juste de parler, alors parlons. Un autre enfant du groupe de Crâne lui donne un coup de poing, mais Raon bloque l'attaque et lui donne un coup de pied dans l'estomac. Le garçon, sous le choc, lui demande ce qu'il fait, avant de recevoir un coup au visage à son tour. Alors que Crâne est à terre, Raon lui assène un nouveau coup de pied. Urat observe la scène et trouve qu'il se débrouille bien. Il trouve cela amusant à regarder. Puis, il revient à la charge et frappe de nouveau l'autre garçon en plein visage. Celui-ci tombe au sol en se plaignant. Crâne, blessé, s'excuse. Mais Raon pose ses pieds sur ses mains et dit qu'avant d'arrêter, il a une question à poser. Il demande si ce sont les masques de Buran qui les ont poussés à faire ça. Crâne répond que non. Ils ont agi sans en informer Buran. Raon trouve cela inattendu. Il pensait que Buran le détestait. Mais finalement, il suppose que ce n'est pas si grave. Il ajoute qu'il ne parlera pas aux autres de leur conversation. Puis, il attrape Crâne par les cheveux et le menace. Il lui dit qu'il a intérêt à l'éviter s'il ne veut pas subir une autre discussion comme celle-ci. Crâne, terrifié, promet qu'il ne marchera même pas sur son ombre et s'excuse encore. Raon, moqueur, lui répond que s'il est vraiment désolé, alors il peut aller se faire voir. Pendant ce temps, en arrière-plan, Lesmure observe la scène. Il trouve cela agréable à regarder. Il compare Raon à un jeune Glenn. Urat, de son côté, est satisfait des actions de Raon. Nous voyons qu'il a augmenté son agilité, mais Urat ne comprend rien à ce qui se passe. Raon affirme que c'est lui qui l'a créé. Urat, surpris, ne s'attendait pas à ce qu'on lui enlève cette capacité. Il pense que Raon ne fait que lui voler ce pouvoir. Raon confirme avec assurance. Urat lui dit alors qu'il devrait faire preuve de gratitude. Puis, il lui propose un pari. S'il gagne, il lui donnera toute l'expérience accumulée. S'il perd, il acceptera sa rage. Nous comprenons alors que l'enjeu est de passer en tant que meilleur stagiaire. S'il réussit, il obtiendra une option de trait.
Il commence alors à poser des questions à ce sujet. Urat lui répond qu'il recevra l'un de ses traits le lendemain. Il lui demande alors quelle est la pénalité de la rage. Urat lui explique qu'il prendra simplement une partie de sa rage, et que, même si ce n'est pas grand-chose, avec une quantité suffisante, il ne sera plus capable de se contrôler. Raoun comprend ce qu'il cherche à faire et lui dit qu'il agit comme à son habitude. Il ne pense pas qu'il mente. De plus, les récompenses en cas de victoire sont bien plus intéressantes que les risques. Il accepte alors le pari. Urat lui dit que c'est un bon choix. Il ajoute que s'il utilise sa vie passée, il ne pourra pas perdre. Le lendemain, tous les enfants sont épuisés. Lesmure leur explique que la posture du cheval est la base de tous les arts martiaux. Cependant, il ne les oblige pas à rester dans cette position, car c'est leur test, pas le sien. Les enfants commencent à se plaindre, demandant en quoi cela peut les aider à manier l'épée. Buran leur ordonne d'arrêter de se plaindre et leur dit qu'ils peuvent aller s'entraîner à l'épée s'ils le souhaitent. Raoun les regarde partir. Urat lui demande alors s'il va se joindre à eux pour l'entraînement. Mais Raoun lui répond que ce n'est pas la peine. Il considère que s'entraîner à l'épée, sans avoir appris les bases, est une perte de temps. Ce dont il a besoin en ce moment, ce n'est pas d'une épée, mais d'une force physique de base. Son corps est plus faible que celui des autres à cause de la malédiction du froid glacial. Les bases sont essentielles, car elles lui permettront de construire une fondation solide. Il n'a pas besoin de se presser. Il décide donc de se concentrer sur son corps pour l'instant. Pendant qu'il fait quelques exercices, Charlotte l'observe de loin. Elle remarque que le poids qu'il soulève augmente de jour en jour. Même s'il est normal de progresser quotidiennement, elle trouve étrange que le poids augmente aussi rapidement. Elle commence à se demander s'il ne possède pas une aptitude particulière pour l'entraînement. Puis elle s'interroge sur sa capacité à être aussi constant. Intriguée, elle décide de s'approcher. Elle sent qu'il y a quelque chose d'étrange chez lui. Elle se place devant lui. Raoun, surpris, lui demande ce qu'elle fait ici, mais elle se contente de le fixer du regard. Charlotte se demande ce qu'il fait grandir autant. Puis elle se rend compte de quelque chose à propos de Raoun. Puis elle passe devant lui et s'assoit. Il commence à faire du développé couché, il part et elle le suit. Il va faire du curling, puis elle continue à le suivre. Elle dit que ce n'est pas son imagination. Depuis qu'elle a senti quelque chose plus tôt, son corps s'est senti plus léger, ce qui lui a permis de soulever des poids plus lourds que d'habitude. Quand on lui demande si elle a quelque chose à lui dire, elle répond que non, puis il commence à s'éloigner. Elle décide de le suivre, encore un peu, ce qu'elle fait. Buran et d'autres enfants entrent dans la salle d'entraînement et voient son Charlotte suivre Raoun, qui dit que Raoun perd son temps à faire des entraînements répétitifs, alors que là on a besoin, mais qu'il est d'un autre niveau et, bien qu'il ne sache pas en quoi consiste le test, il est préférable de s'entraîner au maniement de l'épée pour ses propres prouesses martiales. Alors, ne perdez pas de temps avec Raoun au bout d'un moment. Alors que Raoun est toujours en train de jouer au curling, un autre enfant s'approche de lui, puis se présente comme Dorian, et lui demande s'il peut s'entraîner avec eux. Il lui demande s'il peut s'entraîner avec eux et dit qu'il veut apprendre la bonne posture à utiliser lors des entraînements. Raoun accepte. Dorian le remercie. Commence à fouiller dans son sac, puis lui tend un biscuit, en lui disant qu'il s'apprête à le lui rendre. Puis remarque que Charlotte le regarde, elle commence à lui faire des yeux de chien battu, et il lui tend le biscuit, ce qui l'incite à le manger. Ils aident ensuite Dorian à faire du développé couché. Les jours passent vite, et ils s'entraînent constamment. Cela fait environ 6 mois qu'ils ont commencé, et chaque jour il court jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus, et finalement, les dos de tout ce qu'il a vu en courant ont disparu, et ont été remplacés par le livre de Charlotte et de Burens. Finalement, le jour de l'épreuve est arrivé. Nous voyons tout le monde arrive et remplit les gradins du stade au ras, s'assure ensuite que l'on se souvient du pari qu'ils ont fait, car il n'a finalement pas pu les surpasser tous les deux, et il doit donc se préparer à prendre sa rage. Lui dit que le test est différent et qu'ils ne savent pas comment il se terminera. Il aperçoit alors Dorian qui se déguise en Mineta, et lorsqu'il va le réconforter, Charlotte sort un biscuit en lui disant de le manger. Il dit qu'il va bien, puis le dévisage. Ce qui l'amène à se demander pourquoi il est entouré de tant de chants bizarres. Sylvia et Hélène regardent la scène, et Sylvia est fière de lui, disant qu'il a l'air sûr de lui et qu'il s'est fait des amis. Ils discutent également de son caractère léger et de sa personnalité chaleureuse. Sylvia sourit, puis l'ambiance change lorsque Glenn entre. Les gens sont surpris qu'il assiste à une cérémonie d'entraînement. Même les murs s'interrogent à ce sujet. Et Glenn répond que c'est un événement qui choisit l'avenir. Alors pourquoi ne serait-il pas là? Lesmure lui répond qu'il est le bienvenu. Et puisqu'il est la maintenance, il va cesser de perdre du temps afin qu'il puisse commencer le test tout de suite. Il annonce les détails du test, puis il jette un regard sérieux et une aura verte jaillit autour de lui. Il est frais. Tous les enfants l'écoutent, puis leur disent qu'ils doivent traverser son aura et que c'est le test qu'il leur a donné. Il leur dit que l'aura est inhérente aux artistes martiaux et que le test
jugera de leur valeur en tant qu'artiste martial. Un inconnu dit qu'il n'est pas d'accord avec cela et que les enfants viennent juste de commencer à apprendre l'aura. Alors pourquoi ce test? Certains des autres parents commencent à être d'accord avec lui. Puis Lesmure soupire en disant qu'il ne s'agit pas seulement d'une manifestation de l'aura, et qu'un véritable éclat d'aura est basé sur le niveau de leur âme, et qui prouve que vous êtes un artiste martial. Tout le monde commence à demander de quoi il parle, et Glenn m'interrompt en disant qu'il n'a pas tort, même si les gens n'ont pas appris l'aura. Les individus possèdent leur propre aura, en fonction de leurs efforts. Les murs sourient et Glenn dit qu'en fonction de l'intensité de l'entraînement, quelqu'un qui n'a pas une forte aura peut avoir une forte aura. Lesmure dit que personne n'a plus à se plaindre, n'est-ce pas? Il appelle Charlotte est à l'avant, disant que tous les autres devraient reculer. Il lui dit que l'aura qu'il va lui donner est d'un niveau qu'elle peut supporter, si elle s'est entraînée correctement, et qu'il lui suffit de le toucher pour gagner. Il sourit puis dit qu'il est temps de commencer, et il libère son aura vers elle. Elle fait une grimace de douleur, et il lui dit que c'est un échec automatique si elle utilise son aura. Elle doit donc faire preuve de volonté et persévérer. Elle commence à faire lentement des pas en avant vers lui, levant la main pour s'accrocher à son bras. Il lui donne une tape sur la tête en lui disant que c'est facile de passer et qu'il voit à quel point elle s'est entraînée et qu'elle doit continuer à faire le même effort. Il appelle ensuite Dorian. Lesmure lui dit qu'il a vu comment Charlotte a fait et qu'il suffit de faire la même chose. Et s'il ne peut pas faire la même chose, il échouera, puis il libère à nouveau son aura. Dorian en est tout retourné et tombe à genoux. On se rend compte qu'il modifie l'intensité de la décharge en fonction de l'enfant. Et pour pouvoir faire cela, il doit avoir observé chaque enfant. Dorian réussit, et Lesmure lui dit que sa confiance est trop faible par rapport à son niveau de compétence, et qu'il devrait croire en lui. Dorian accepte en vomissant, puis Lesmure appelle Raon, l'élève suivant. Et finalement, nous voyons que c'est au tour de Burant. Lesmure dit qu'il commence, puis Laura se détache de lui et Burant est surpris de voir que c'est ce que les autres ont vécu, se demandant comment Charlotte a pu faire cela. Il tombe à genoux. Lesmure lui dit que son talent est spécial, plus que n'importe qui et que seuls quelques-uns peuvent se comparer. Mais lui et les enfants qui l'ont suivi n'ont fait que perdre leur temps. Alors à quoi bon s'entraîner au maniement de l'épée sans les bases? Lesmure lui rappelle qu'il a utilisé l'aura à chaque fois qu'il s'est battu, mais qu'il échouerait à le faire maintenant. Burant dit qu'il ne peut pas échouer ici et qu'il ne peut pas oublier la façon dont son père a regardé son frère le jour où il l'a mis dehors. Il avait l'air si cruel. Burant transforme sa peur en volonté, puis il s'élance et passe en attrapant la jambe de Lesmure. Lesmure lui dit qu'il n'est pas adulte et qu'il doit s'entraîner comme tout le monde. Puis, il soupire et dit que c'est au tour de Raon de commencer à avancer. Lesmure lui demande s'il est prêt, ce à quoi il répond par l'affirmative. Les Smurs commencent alors, mais cette fois-ci, l'explosion d'aura est nettement plus importante que pour n'importe qui d'autre, même les gens qui regardent sans rendre compte. Glenn aussi leur demande si c'est vraiment son test. Puis Lesmure dit qu'il a vu que son talent est bien supérieur à celui de Burant. Et Charlotte explique que la qualité de l'âme n'est pas seulement dans le corps, et qu'à l'intérieur de lui se trouve non seulement la qualité de l'Anzigarde, mais aussi, pour la 12e fois, celle de Raon, le plus grand des assassins. Raon commence à marcher à travers l'aura, surprenant à la fois Lesmure et Glenn qu'il marche sans effort à travers son grand étonnement. Mais pas seulement lui, mais aussi tous ceux qui le regardent, même Glenn. Raon sourit, disant que c'est fini maintenant. N'est-ce pas? Les autres enfants lui demandent comment il a pu s'en sortir. Le père de Burant est curieux lui aussi. Lesmure reste sans voix pendant un moment, puis interpelle Raon, en lui demandant ce qu'il est. Et il répond qu'il n'est que Raon. Et Lesmure dit qu'il voulait plutôt dire qu'il a fait une crise bien au-delà de ce qu'il pouvait supporter, et qu'il ne pensait pas être capable de la vivre. Lesmure s'évanouit pendant une seconde, puis revient à la charge en disant qu'il a été un peu distrait, et que le test est maintenant terminé. Il dit qu'il va maintenant annoncer le nom du meilleur stagiaire qui est, bien sûr, Raon. Sylvia et Hélène se mettent à pleurer de joie, et les élèves en parlent. Puis, Burant dit qu'il refuse d'accepter cela, qu'il s'agit forcément d'un mensonge. Lesmure lui demande de quoi il parle. Burant commence à agir comme un enfant et dit que Raon est pire que lui à tous points de vue, qu'il refuse de l'accepter comme meilleur stagiaire et qu'il est sûr qu'il lui a joué un tour. Les autres enfants commencent à en parler, disant que c'est vrai que Lesmure est peut-être dans le coup. Burant dit qu'étant donné qu'il s'agit d'une famille d'arts martiaux, il pense que le meilleur stagiaire devrait être choisi lors d'un duel plutôt que lors d'un test comme celui-ci. Les murs s'exclament pudiques. Il semble que Burant voulait vraiment la place de premier stagiaire, mais que le test est déjà terminé, et demande à Glenn ce qu'il pense qu'il faut faire. Il réfléchit puis dit à Raon qu'il semble que les gens n'acceptent pas les résultats, en lui demandant s'il est prêt à se battre en duel contre Burant. Il sourit en attendant un « oui »,
Mais Raoun répond fermement par la négative. Le test est terminé. Les résultats sont là, et il n'y a aucune raison de se battre en duel s'il n'y a pas de récompense. Il dit ensuite à Burand qu'il a toujours parlé d'honneur et de lignée, mais qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi déçu par les résultats. Glenn dit que s'ils se battent en duel, le vainqueur recevra une plaque de bronze. Il explique alors qu'il existe des niveaux de plaques, et que Raoun peut obtenir des récompenses en fonction du niveau de la plaque obtenue, comme c'est Glenn qui l'offre. Il est sûr que les récompenses seront très intéressantes. Raoun accepte, puis Glenn dit qu'il est temps de décider qui est vraiment le meilleur stagiaire. Il explique les règles. C'est un seul round, et on ne peut pas utiliser d'armes ou d'aura, seulement son corps. Ils se mettent en d'accord. Puis, Lesmure fait un signe de la main pour dire qu'il est temps de commencer. Buran charge rapidement et donne un coup de poing à Raoun, mais celui-ci l'esquive. Puis Buran enchaîne avec un coup de pied, mêlant le bloc également. Buran dit alors qu'il va utiliser la capacité que son père lui a enseignée et prépare son attaque, qui l'enveloppe à nouveau. Mais Buran continue ses attaques et commence à monologuer intérieurement sur la faiblesse de Raoun et dit qu'il prendra la place de premier stagiaire sans problème. Il a ensuite une analepse de son frère qui a été renié et de son père qui ne veut pas qu'il le déçoive. Buran s'en sert comme d'un carburant et dit qu'il ne se laissera pas distancer. Parlant, il continue d'attaquer Raoun, mais n'a pas encore réussi à lui porter un seul coup. Il s'est approché de son visage une fois. Buran charge alors en disant que c'est la fin pour lui et saute en l'air. Mais Raoun prépare son poing puis dit « Tu vas voir, sale merdeux ». Nous voyons qu'il utilise la même technique que Buran, et leurs poings se heurtent l'un à l'autre. Mais Buran est renvoyé en arrière, ce qui le surprend, puis Raoun continue à le battre avec ses propres capacités. Les gens s'affolent et se demandent comment il a pu utiliser le poing du tigre. Buran lui demande même comment il a fait, et lui répond qu'il lui a justement montré et qu'il le copie comme s'il s'agissait d'un devoir. Le public commence à penser que Raoun l'a peut-être appris en secret, et qu'il refuse d'admettre que cela s'est produit. Les Smurs, qui observent tout ce qui se passe, se rendent compte que Raoun est vraiment puissant. Il dit que Raoun a contré la technique de Burant en faisant tourner le flux dans la direction opposée, et qu'être capable de voir le flux fait de quelqu'un un génie, mais qu'en étant capable de se l'approprier comme ça, il a le talent pour être le plus fort du continent. Un talent perpétuel. Lesmure dit que les résultats sont visibles pour tout le monde et qu'avec sa victoire, l'épreuve est terminée. Sylvie court vers Raoun resserrant dans ses bras, ce qui le fait sourire, et Urat dit qu'il faut se dépêcher de faire ce moment sain. Nous voyons les parents de Charlotte faire la même chose, mais pas ceux de Burand, qui n'ont que faire. Il établit un contact visuel avec son père qui va chercher le lait, ce qui fait comprendre à Burand que son père est déçu par lui ce soir-là. Il va lui parler et c'est un silence gênant jusqu'à ce que son père l'appelle. Il lui demande s'il se souvient de ce qu'il lui a dit. Burand lui dit qu'il lui a demandé d'être le meilleur stagiaire, et son père répond que ce n'était pas trop demandé, mais qu'il n'y est toujours pas parvenu, et, pour couronner le tout, il a perdu contre un membre de la famille moins important que lui. Il lui demande s'il veut finir comme ses frères, puis lui dit qu'il a perdu sa première chance et qu'il a encore une chance d'être le meilleur stagiaire avant de lui dire de partir. Burand frappe le mur puis commence à blâmer Raoun pour tout ce qui lui arrive. Puis dit qu'il a trop essayé de ne pas se laisser distancer par les autres, le comble, et il commence à marcher sans but. Il lève la tête et constate qu'il a réussi à atteindre la salle d'entraînement. Ça fait 10 ans qu'il est venu ici par habitude. Il entre dans le bâtiment et constate qu'il n'y a personne. Il commence alors à faire du curling et regarde les casiers à chaussures. Il voit le nom de Raoun, ce qui le dérange et débat alors de l'ouvrir. Il est ensuite surpris par la puanteur absolue qui émane de la quantité de chaussures que Raoun a utilisées. Il est surpris qu'il ait utilisé autant de chaussures, car lui-même n'en a utilisé que quelques-unes. Il se retourne alors et imagine là en train de s'entraîner. Et il dit, maintenant qu'il y pense que Raoun doit s'entraîner toujours, même lorsqu'il ne suivait pas l'entraînement de base ou lorsqu'il se reposait. Raoun était persévérant dans son entraînement, et c'est ainsi qu'un Zygarde doit se comporter. Il se rend compte qu'il a fait l'inverse, mais constate que Raoun a oublié de ranger ses poids et remet les chaussures qu'il tenait dans le casier. Il referme la porte. Il a l'air de s'être résolu à s'entraîner correctement. Urat dit qu'il n'y croit pas, qu'il a vécu si longtemps, mais qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un comme Raoun. Il lui demande ce qu'il est. Raoun lui dit de continuer à imaginer. Il lui demande ensuite quelle est la compétence qu'il a acquise. Urat dit qu'il s'agit de sens légendaires et explique qu'ils élargissent la portée de leur sens. L'augmentation n'est que de 10%, car il s'agit d'un niveau 1, mais elle augmentera au fur et à mesure qu'il progressera. Raoun demande pourquoi on l'appelle sens légendaire, et Urat répond que ça a l'air cool. Il plaisante un peu puis s'endorme. Le lendemain, Glenn a convoqué Raoun et Sylvia. Raoun demande à Alfred s'il y a un problème, ce à quoi il répond en riant que non. C'est parce qu'il va lui remettre la plaque lui-même.
Nous le voyons là le saluer. Et Glenn demande à Alfred de présenter la plaque. Puis il la remet à Raon en lui disant que s'il la rend plus tard, il pourra demander un objet de la même valeur en réfléchi. Puis dit qu'il veut demander quelque chose maintenant. Il prononce le nom de sa mère et lui demande ce qu'il doit faire pour qu'elle retrouve sa place. Glenn est surpris et Alfred est amusé. Glenn dit que s'il demande à sa lignée directe, c'est qu'il a besoin d'accomplissement. Mais ce n'est pas simple. Et pour un enfant comme lui, c'est presque impossible. Raon dit que c'est donc possible, puis il remet la plaque à Glenn en le remerciant d'avoir répondu. Il commence à s'éloigner d'eux, mais Glenn lui dit d'attendre, affirmant qu'il n'a pas encore demandé de récompense et qu'il aurait pu le faire sans la plaque. Raon est un peu décontenancé et Glenn lui demande ce qu'il veut. Il leur répond qu'il sait ce dont il a le plus besoin maintenant, puis dit qu'il s'agit d'une technique d'entraînement. Glenn répond que Lesmure lui en apprendra une, ce à quoi Raon répond qu'il en veut une meilleure, quelque chose qui ait la même valeur qu'une plaque de bronze. Leur explique que la technique qu'il a utilisée dans sa vie passée n'est pas suffisante et que, pour rendre sa lignée à Sylvia et tuer de Ruth, il a besoin d'une meilleure technique. Glenn répond qu'il s'agit d'une technique d'entraînement, puis claque des doigts, ce qui fait apparaître une bibliothèque, et des livres commencent à apparaître partout autour de Raon. Nous voyons qu'ils sont très hauts et qu'ils l'enveloppent complètement. Raon demande ce que c'est, et Glenn répond qu'il s'agit des livres de leur famille. Il lui demande ensuite de placer sa main au centre et le livre dont il a le plus besoin en sortira. Raon dit d'accord, puis réfléchit à ce qu'il veut, et une légère aura solaire sort de ses mains. On voit un vieux livre se détacher, puis s'ouvrir au-dessus de lui dans le ciel. Glenn est choqué, tout comme Alfred. Glenn crie même, se demandant pourquoi c'est ce livre, alors qu'il s'ouvre sur la tête de Raon, il descend jusqu'à la hauteur de ses yeux, et Raon demande de quel genre de livre il s'agit, puis touche une page. Le livre commence à tourner les pages, puis elles s'envolent, et l'aura dorée de tout à l'heure émerge du livre. Les pages volent autour de la tête de Raon, et Glenn regarde. Il se souvient alors de ce qu'on lui a dit dans le passé, sur la façon dont sa fille était traitée, et il a tout ignoré, disant que depuis qu'elle est partie pour un homme, ils peuvent cesser de lui rapporter quoi que ce soit à son sujet. Il dit que dans le passé, il croyait que les émotions étaient inutiles et qu'il ne se préoccupait que du pouvoir de sa famille, puisqu'il a atteint des prouesses martiales transcendantes avec la famille la plus puissante, mais à quel prix? Il apprend que sa petite-fille et son beau-fils sont morts, mais que Sylvia s'est remise de l'embuscade à ce moment-là. Glenn retrouve ses émotions, mais il est trop tard, car il ne peut pas remonter le temps. Il se souvient de la peine qu'il a ressentie, il dit que, même si Sylvia et Raon le détestent maintenant, il les protégera. Le livre s'arrête enfin, et Raon dit que c'est bizarre qu'il a senti des choses couler dans sa tête. Glenn l'interpelle et lui demande ce qu'il vient de faire. Raon répond qu'il ne sait pas, mais qu'il vient d'apprendre le contenu du livre. Glenn demande quel est le nom de cette technique, et Raon tend la main pour lui dire qu'il s'agit de la technique des 1000 flammes. Glenn lui demande s'il dit qu'il se souvenait du contenu. Raon répond par l'affirmative. Glenn répond que oui, et que maintenant qu'il a reçu ses récompenses, il est excusé. Raon sort de la pièce, et Albert interroge Glenn sur le livre d'entraînement que Raon a pris. Glenn dit qu'il s'agit de la technique d'entraînement du tout premier patriarche, et que personne n'a été capable de l'apprendre ou de la lire dans l'histoire du clan. Albert dit que si cela se sait, cela pourrait les mettre en danger, lui et Sylvia. Glenn lui dit de ne pas s'énerver, car personne ne connaît la technique. Albert demande si le livre a disparu, ce à quoi Glenn répond que quelqu'un l'a appris, donc c'est bon, et la technique n'était de toute façon pas utilisable. Donc sans Raon, elle aurait continué à pourrir sur les étagères, et il pense que les choses vont beaucoup changer. Raon se demande pourquoi Glenn lui a donné cette technique, puisque une plaque d'or a la même valeur. Il ne manque de rien, même par rapport au ADF, dit-il. Mais on le voit ensuite essayer de s'accrocher mentalement au feu, mais il échoue. Il dit qu'il n'arrive pas à le collecter, même s'il essaye, et qu'il ne pensait pas qu'il serait facile d'apprendre une technique de ce niveau. Urat dit qu'il semble que les choses ne se passent pas comme il le souhaite, et que si quelqu'un l'interrompt pendant cette opération, il finira par être handicapé, ce qui est dommage, car il vient d'acquérir une excellente technique. Raon dit qu'Urat a raison, puis explique que, s'il se trompe, les circuits de mana risquent d'être définitivement détruits. C'est d'autant plus dangereux pour lui qu'il a la malédiction du froid glacial. Raon dit que s'il le sait, il ne faut pas l'interrompre. Urat dit qu'ils verront cela, et Raon dit d'attendre. Urat commence à sourire en disant qu'il l'interrompra, juste une fois pendant qu'il s'entraîne. Raon dit alors qu'il finira avec un corps endommagé, donc c'est une perte pour lui aussi. Urat dit qu'il s'en moque, et qu'il est prêt à tout. Il ne pourra pas le surmonter puisqu'il est humain. Mais Urat peut toujours réparer son corps pour l'utiliser ainsi. Lorsque Raon sera incapable d'utiliser son noyau d'énergie et qu'il abandonnera, il pourra le prendre. Raon dit que s'il doit le faire une seule fois, il s'en réjouira. Urat dit qu'il ne devrait pas faire semblant d'être fort,
et qu'il devrait avoir peur plus à ce qu'il ne sait pas quand il le fera. Raon le reconnaît comme un ennemi, disant qu'il sautera sur la première occasion de s'emparer de son corps qu'il pensait avoir abandonné, puis à ce qu'il n'a rien tenté récemment, mais qu'il doit rester sur ses gardes. Il décide de s'en préoccuper plus tard, disant qu'il a des choses plus urgentes à faire. Urat demande s'il va le faire maintenant, et Raon répond que oui, puisqu'elle vient tous les soirs. Alors il va s'en occuper, et que cela fait un moment qu'il n'a pas travaillé. Il voit sa servante accroupie près de la rivière, nous la voyons écrire un papier expliquant qu'il n'y a rien d'inhabituel à signaler. C'est Julienne, la servante de l'annexe, et elle dit qu'elle n'aurait jamais cru qu'il obtiendrait une technique d'entraînement aussi précieuse, avec une simple plaque de bronze, de plus le flux de mana qu'elle a ressenti, pendant qu'il s'entraînait sortait de l'ordinaire. Elle commence à l'écrire sur le papier, disant que même si ce sont ses ordres, c'est un enfant. Alors combien de temps devra-t-elle le faire? Elle le jette dans la rivière alors qu'il commence à dériver. Elle soupire alors qu'elle s'apprête à partir. Un couteau est pointé sur sa gorge, et Raon lui dit que si elle ouvre la bouche, elle mourra. Ou si elle bouge aussi. Il lui dit de regarder l'eau. Elle se demande qui c'est qui peut avoir une telle soif de sang. Elle voit, alors dans le reflet, qu'il s'agit de Raon. Elle se demande comment il a pu se faufiler jusqu'à elle. Il lui dit qu'il sent ses yeux sur lui depuis qu'il est revenu. Il lui demande si elle a obtenu les informations qu'elle voulait. Elle est surprise qu'il ait su pour elle dès le début, même si elle n'a pas laissé de traces. Pourquoi a-t-il fait semblant de ne pas savoir? Il lui dit d'ouvrir la bouche, puis il lui fait avaler une sorte de pilule qui lui enfonce dans la gorge. Elle commence à avoir des nausées et à tousser, puis il sort le billet de l'eau. Il dit qu'il ne peut pas voir le contenu et qu'il a besoin de quelque chose pour le rendre visible. Il commence à nommer tous les éléments, puis elle réagit subtilement à l'un d'entre eux et il comprend de quoi il s'agit. Elle lui demande comment il l'a su, puis commence à faire la même chose avec des noms. Puis il comprend qu'il s'agit de Carole, et elle dit qu'il est impossible qu'il l'ait su. Son visage n'a pas changé et elle a été entraînée pendant des années. Elle commence à se rappeler les symptômes qu'elle a ressentis à cause de ce qui lui a fait manger et dit qu'il n'y a qu'une seule explication et que c'est le ver de rage qu'elle a mangé. Elle lui demande si lui a donné un ver de rage. Il est surpris qu'elle le sache, car elle ne devrait pas avoir connaissance de ces vers. Elle commence à avoir des nausées et essaie de vomir. Elle dit que c'est la pire des malédictions qui non seulement permet à la personne de connaître les émotions des autres, mais peut aussi les tuer avec une intense souffrance. Elle se met à pleurer. Il lui dit que l'envoi d'une lettre doit signifier qu'elle est une espionne, et il suppose que le plan a commencé pendant la cérémonie de jugement. Il complimente la précision du rapport qui comprend également des informations sur sa mère et les autres servantes. Elle dit qu'elle pensait que c'était une mission facile, qu'il n'y a qu'un enfant, et Sylvia qui a le cœur brisé. Mais ce n'est pas qu'un enfant, c'est un monstre. Elle lui dit qu'elle va changer le contenu immédiatement et mettre de fausses informations. Il dit que ce n'est pas la peine, car l'information finira par être divulguée, et cela prouverait qu'elle n'est pas compétente. Il s'accroupit devant elle et il sourit, disant qu'à partir de maintenant, elle est une espionne double. Elle peut donner des informations que d'autres découvriront et cacher les choses importantes. Elle dit qu'elle comprend, puis il la salue d'un signe de tête. Il espère que la prochaine fois qu'elle reviendra, elle aura des informations utiles. Urat lui demande quand il a invoqué un ver de rage. Il répond qu'il n'utiliserait pas quelque chose d'aussi cruel et que ce n'était qu'une pilule qui cause de la douleur. Il lui demande comment il a pu lire ses pensées sans l'aide du ver. Il lui répond que Raon peut obtenir des informations de toutes sortes de choses. Urat frémit, puis le traite de monstre. Raon dit qu'après tout cela, il a commencé à se concentrer sur son entraînement à l'aura et qu'il était bientôt temps de retourner à la salle d'entraînement. Nous constatons que Judiel a toujours peur de lui dans la salle d'entraînement. Raon est surpris de voir qu'une quarantaine d'enfants sont passés disant que Lesmure n'en a laissé qu'un quart. Il entend alors Charlotte prononcer son nom, il se retourne et elle s'approche de lui et le regarde fixement. Elle se souvient alors que sa mère lui a demandé de remercier Raon de l'avoir aidé à s'entraîner et elle confirme qu'elle la remercie pour le biscuit, mais pas pour l'entraînement proprement dit. Sa mère lui demande pourquoi et Charlotte répond que son père lui a dit qu'elle ne devrait jamais parler à un homme en premier. Sa mère se rend compte qu'il a fait une grosse bêtise et lui explique que le sexe n'a pas d'importance lorsqu'il s'agit d'exprimer sa gratitude. Et si elle a reçu de l'aide, elle doit dire merci. C'est tout simplement de la politesse. Elle lui dit de le remercier comme il se doit. Puis l'analespe se termine et elle dit « Merci » à Raon. Urat et lui ne comprennent pas, mais elle est fière de l'avoir dit. Ils entendent ensuite Dorian qui demande à Raon comment il va, et il est très fatigué pour une raison quelconque. Puis il le frappe avec un mur de texte même. Urat dit que c'est trop. Il continue à parler, puis Buran apparaît derrière lui, ce qui le fait sursauter de peur. Buran s'approche de Raon, puis ils se regardent maladroitement. Buran s'incline ensuite en admettant qu'il est désolé et qu'il a agi de façon pathétique, mais qu'il n'a pas abandonné
et il fera tout son possible pour le surpasser. Alors préparez-vous à cela. Puis il s'éloigne. Et Raon dit que si un enfant de 13 ans admet qu'il a eu tort, c'est qu'il s'agit d'une famille renommée pour une raison bien précise. Urat commence à le dénigrer, et Raon dit que c'est impressionnant. Lesmure s'excuse d'être en retard, il a un peu bu hier soir et a fait la grasse matinée. Il leur demande ensuite s'ils ont fait une bonne pause, et leur dit que le véritable entraînement commencera aujourd'hui, que les bases seront les mêmes que la dernière fois, mais que quelques régimes seront ajoutés, le premier étant l'entraînement à l'aura. Les portes s'ouvrent alors pour l'interrompre, et nous voyons une femme dire que la porte lui a donné du fil à retordre. Lesmure dit qu'elle n'était pas stagiaire, mais que c'est une recalée de l'année dernière, et qu'ils devront s'entraîner avec elle. Elle s'appelle Martha Zigard, et elle est de la lignée directe. Elle soupire, puis Lesmure dit qu'elle est gentille. Mais elle lui coupe la parole en lui demandant qui était la meilleure stagiaire. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas supporter que quelqu'un de pire qu'elle devienne arrogant. Elle voulait contrôler cet idiot personnellement. Elle a dit de sortir. Martha proposa de se battre avec un sourire. Martha a dit « Allez, quoi, a-t-il peur de se battre ?» Le protagoniste a répondu que les étoiles étaient toujours désalignées. Pourquoi était-il puni comme ça? Puis il s'est avancé et a dit qu'il était Raon, le meilleur élève de l'école. La fille soupira avec un sourire. Elle a mis sa main sur sa hanche et a dit qu'il ne ressemblait pas du tout à ça. Eh bien, cela n'avait pas d'importance. Elle a réchauffé ses poings et a dit que moins de paroles, plus d'action. Quelqu'un a dit le nom de la fille. Buran se tenait à côté d'elle et lui demandait pourquoi elle se comportait de manière si déshonorante. La jeune fille se retourna et lui demanda avec surprise ce qu'il avait dit à son aîné. Elle se tint devant lui et l'appela par son nom. Puis, elle lui dit qu'il le tuerait s'il continuait à débiter des bêtises sans réfléchir, et qu'elle lui conseillait de bien choisir ses mots la prochaine fois. Le garçon fronça les sourcils et dit que Raon avait été reconnu comme le meilleur élève par Lesmure et le patriarche Glenn. Martha a souri et a dit qu'elle se souvenait que Burant avait fait une scène à ce moment-là aussi, n'est-ce pas? Il répondit que c'est pour justement ne pas reproduire la même chose. Le Raon choqué pensa que Burant avait beaucoup changé. Charlotte se tenait devant le héros. Elle étendit les bras sur les côtés et dit à Martha de partir. Quelqu'un a ri et a dit que c'était drôle. Martha a dit avec un sourire qu'elle aimait absolument tout leur amour amical. C'est ainsi que les déchets prennent soin les uns des autres. Elle est passée devant et a continué en disant qu'elle pensait qu'elle aurait tort si elle continuait. Elle serait une mauvaise fille. Elle a souri et a dit qu'il le savait. Elle l'est vraiment. La voix a continué qu'elle ne supporte pas les lâches qui se cachent derrière le dos des autres. Ils sont pires que tous les égoïstes. Un instant plus tard, la fille s'est jetée sur eux. Charlotte et Buran se retournèrent de peur. Martha a fait un geste et fonce par surprise sur Raon. Mais le protagoniste a esquivé à temps et la fille s'est envolée au sol. Elle regarda devant elle avec stupéfaction. Un point vola vers le visage de Martha. Elle regarda vers quelque chose qui volait à proximité. Des éclairs de mana se firent entendre tout autour. Martha et Raon chancelèrent sous les coups. Les autres choqués en mode « Quoi ?» Ce fut trop rapide pour eux. Lesmure observait ce qui se passait avec satisfaction. Martha est ébranlée, et elle commence à s'énerver. Elle demande ce qui se passe, et commence à canaliser son aura en disant qu'il ne va pas rentrer chez lui à pied aujourd'hui, mais Lesmure arrête son poing, et elle est surprise, il dit qu'elle le sous-estime un peu trop, et que, même s'il n'est pas effrayant, il est contrariant d'être traité comme s'il était invisible. Il lui dit que Raon n'a pas encore appris l'aura, et que ce serait de la triche, s'il se battait maintenant, et elle pourra le faire plus tard, quand il aura appris l'aura. Elle dit qu'elle allait s'arrêter de toute façon, puis Lesmure dit à Raon de retourner à sa place aussi. Urat l'engueule pour ne pas lui avoir botté le cul, et il lui dit qu'il a au moins réussi un coup. Urat dit que ce n'est pas assez. Raon dit que ce n'est pas encore le moment, et qu'il est plus avantageux de parier sur la place de premier stagiaire. Il suffit donc d'attendre, et il se vengera plus tard, dans la salle d'entraînement, tout le monde s'entraîne, puis on leur dit que c'est l'heure de la pause. Buran est fatigué, il dit que ce n'est pas facile alors que ce n'était pas difficile. Jusqu'au deuxième niveau, à partir du troisième, c'est difficile. Mais d'un autre côté, Raon est parti de zéro, et n'a même pas pris un mois pour l'apprendre. Si Burant a mis un mois à apprendre la forme, à ce rythme, il passera en même temps à l'entraînement, au maniement de l'épée. Il dit qu'il n'a pas l'air d'être le seul à se sentir bousculé, et il demande à Martha si elle est aussi poursuivie. Elle commence à jurer et s'arrête de se balancer, en disant que c'est sûrement la première fois que Raon apprend ses techniques, mais qu'il s'améliore si vite. Ce n'est pas comme s'il pouvait les connaître comme Burand ou Charlotte, et son corps ne peut pas être dans un état normal à cause de la malédiction du froid glacial.
Alors comment peut-il s'entraîner tous les jours? Elle dit qu'elle ne peut pas se laisser distancer. Elle explique comment tout le monde a loué son talent. Elle explique comment, depuis qu'elle a été adoptée par les Zygardes, elle a toujours été pourchassée. Elle s'est toujours moquée d'eux parce qu'elle est un génie, la meilleure des meilleures. C'est du moins ce qu'elle était. Mais maintenant, elle est tellement anxieuse qu'elle ne peut plus y faire face. Elle quitte la salle d'entraînement. Et son propre Alfred lui dit qu'elle a bien travaillé aujourd'hui. Elle répond par l'affirmative. Et il lui dit de ne pas s'inquiéter. Et que Raon a surpris beaucoup de monde, mais qu'il ne peut pas gagner contre elle. Lui demande ce qu'il veut dire et il lui répond que Raon a une faiblesse critique qu'il ne peut pas surmonter. Et la fille s'est arrêtée brusquement. Elle s'est retournée et lui a demandé ce qu'il voulait dire. Ce à quoi l'homme a répondu que ce qu'il avait dit, c'était que tout le monde savait qu'il avait montré d'excellents résultats récemment. Mais elle n'a jamais été vaincue par le jeune maître Raon. Martha fronça les sourcils et demanda qu'il ne la vaincrait jamais. Puis, elle lui demanda comment il le savait. L'homme la regarda dans les yeux. La voix parlait parce que le jeune maître Raon avait une faiblesse critique dont il ne pourrait jamais se débarrasser. L'homme tenait fermement l'épée en bois. Le héros laissa échapper un soupir fatigué. Martha a tapé dans ses mains et a dit que c'était génial, incroyable. La fille l'a dit avec un sourire qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il s'entraîne aussi bien qu'elle dans un si court laps de temps, et qu'il était plus qu'un génie, apprenant si vite. Puis elle continua. Mais le sait-il? Elle a dit que, parce qu'il a une faible sensibilité au mana, tout cela est inutile. C'est dommage que son talent ne mène à rien. Tout le monde regardait attentivement ce qui se passait, et la fille a continué en disant qu'il deviendrait peut-être au moins un instructeur d'escrime. Lesmure tordit ses bras contre sa poitrine et regarda en silence. Martha se retourna et pensa que personne ne disait rien, comme prévu. Personne n'aurait pensé que cet idiot ne maîtriserait pas l'aura même après 4 mois. Le protagoniste tenait fermement l'épée dans ses mains. Le serviteur a dit que le jeune maître Raon n'a aucun talent si nous parlons de l'aura. Martha a demandé à nouveau. L'homme a poursuivi en disant qu'elle ne le savait probablement pas parce que c'était avant qu'elle ne soit adoptée. Mais lors de la cérémonie d'évaluation, la réceptivité au mana du jeune maître Raon était la plus faible. La voix disait que la seule personne qui n'avait pas encore appris l'aura dans la 5e salle d'entraînement était le jeune maître Raon. De plus, la tablette de bronze ne lui donnerait qu'une technique d'entraînement moyenne, ou légèrement supérieure, légèrement meilleure que la technique de base avec laquelle tout le monde avait commencé. Les yeux de Martha s'écarquillèrent de satisfaction, et le serviteur dit qu'il pourrait être le plus talentueux à l'épée et au combat, mais s'il ne pouvait pas bien gérer l'aura. L'homme a dit qu'alors, il ne serait pas en mesure de devenir un véritable artiste martial. La jeune fille se mit à rire. Elle pensa avec un sourire en coin qu'elle était toujours en colère d'avoir perdu contre ce garçon. Puis, elle continua en pensant qu'elle ne devrait pas s'inquiéter pour lui avant tout. Charlotte apparut soudain devant elle. Martha lui demanda ce qu'elle voulait lui dire. Charlotte lui a dit d'y aller, de dégager, elle pue en plus. Martha demande si c'est tout ce qu'elle voulait dire. La fille m'a répondu avec un sourire que oui, c'est tout ce qu'elle voulait dire. Charlotte répéta à nouveau pour qu'elle y aille. Martha ferma les yeux et dit qu'elle irait, oui. Elle dit que de toute façon, elle devait suivre une leçon avancée, destinée uniquement aux lignées directes. Raon regarda devant lui sans émotion. Raon soupira de fatigue et dit que c'était assez pour aujourd'hui. Il a regardé sa main avec un sourire et a trouvé cela drôle. Sur le champ de bataille en tant qu'assassin, il n'a pas appris les arts martiaux, mais les tactiques de survie et la capacité de tuer. La seule chose qui s'améliorait était ses compétences en tant qu'assassin. Il ne pouvait même pas imaginer qu'il apprendrait autre chose. Il pensa avec un sourire qu'il ne savait pas qu'il serait si intéressant d'étudier les arts martiaux pour s'améliorer. Urat s'exclama furieusement qu'il comprenait enfin. Il n'arrivait pas à croire qu'il n'avait rien fait pendant qu'on l'insultait. C'était un idiot. Raon a demandé à nouveau s'il était insulté. La créature cria à la fille aux cheveux noirs. Elle n'arrêtait pas de marmonner quelque chose à son sujet. Le héros a répondu qu'il n'avait pas entendu et qu'il était trop concentré. Urat a dit qu'il devrait faire plus attention. Si elle disait de telles choses à son sujet, il la figeait sur place. Le protagoniste l'a interrompu avec les mots qu'il lui avait déjà dit. Il était inutile de la combattre maintenant. Il continua en disant que même sans la technique des 1000 flammes, il pourrait facilement vaincre quelqu'un comme elle. Soudain, Charlotte apparut devant lui. Le héros l'appela par son nom. La jeune fille avait une boîte dans les mains. Raon demanda confus pourquoi elle était ici.
Charlotte ouvrit la boîte et en sortit quelque chose. Elle lui tendit la friandise et lui dit de la manger. Le héros a pris le ballon et a pensé que c'était cool. Qu'est-ce que c'était? La fille a dit de manger. Le gars a dit d'accord. Il a mis la balle dans sa bouche et a pensé qu'en tant qu'assassin, il avait appris à ne pas manger ce qu'on lui donnait. Mais il ouvrit les yeux de surprise et continua à penser qu'elle ne lui donnerait rien de mal. Il mâcha de surprise et Urat s'exclama: Qu'est-ce qu'il y a? Il n'avait jamais rien goûté d'aussi sucré, même dans le royaume des démons. La fraîcheur l'a rendu encore meilleur. Qu'est-ce que c'est? Charlotte lui demanda comment il l'aimait. Le protagoniste a répondu que c'était délicieux. Charlotte a dit que c'était de la glace en marbré. Elle se détourna et s'éloigna. Raon lui cria d'attendre. Urat lui demanda de lui en donner un autre avant de partir. La créature a nagé après le héros en disant que quelle personne étrange. Le héros pensa avec surprise qu'elle s'inquiétait pour lui. Charlotte aime les sucreries comme un enfant. Il semble qu'il n'y en ait eu que 4. Et elle lui en a laissé un. Il serait difficile pour elle de lui donner ce qu'elle aime tant. Le héros sourit et dit qu'il était vraiment content. Il a continué en disant qu'il devrait la rembourser plus tard. Urat a dit qu'alors, il devrait lui en demander un autre. La voix disait qu'il était revenu. Quelqu'un l'a appelé par son nom et a dit que cela faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. Pourquoi si longtemps? Raon a répondu que cela ne faisait qu'une semaine. Ils lui ont demandé s'il avait faim et qu'ils allaient lui cuisiner quelque chose tout de suite. Le gars a répondu que non. Il ne voulait pas. Ce à quoi ils ont rapidement répondu. Raon tenait un papier dans ses mains et la voix a dit qu'il allait envoyer ce rapport à la salle de combat intermédiaire. Raon leur a demandé ce qu'ils avaient dit. Ce à quoi Rachel a répondu que ce n'était rien de spécial. Elle continua en disant qu'il lui avait ordonné de tout étudier en détail récemment parce qu'il avait maîtrisé l'escrime et le combat si rapidement. Mais elle pensait qu'ils avaient perdu tout intérêt parce qu'il n'avait pas été capable d'entraîner son aura. Raon a demandé ce qu'il en était de sa mère. La fille baissa les yeux et répondit qu'ils étaient également moins intéressés par mademoiselle Sylvia. Elle a dit qu'à ce rythme-là, il pourrait l'entraîner de nouveau. Le gars pensait que c'était mauvais. Il avait toujours besoin de l'utiliser. Rachel appela avec hésitation le jeune maître. Puis elle demanda s'il n'avait peut-être pas encore appris l'aura exprès. Il a souri de manière très effrayante et a dit « Qui sait ?» Le protagoniste l'a regardé et lui a demandé ce qu'elle en pensait. La femme de chambre répondit craintivement que cela n'avait pas d'importance et s'excusa d'avoir posé une question aussi grossière. Le gars a dit que c'était super. Elle était libre. Rachel a répondu que c'était bien. Urat a dit avec mécontentement que quelqu'un pourrait décider qu'il n'apprenait pas exprès. Ce à quoi Raon a répondu qu'il était intelligent d'utiliser la situation et l'environnement à son avantage. La créature a dit avec colère comment il avait réussi à entraîner Laura avec tant de difficultés. Pour lui, c'était quelque chose d'inimaginable. Raon ferma les yeux et répondit qu'il ne savait pas, et suggéra de s'entraîner. Raon s'exclama qu'il s'entraînait de nouveau. Urat a crié furieusement en disant qu'il était un monstre et a suggéré de dormir. Ce à quoi le héros a répondu que l'entraînement devrait simplifier l'aura. Un instant plus tard, il ouvrit les yeux. Lesmure était assis en face de lui et jouait avec les oiseaux. Il a appelé l'homme et lui a demandé s'il dormait bien. Raon lui a demandé pourquoi il était là. Lesmure a répondu qu'il était venu pour lui enseigner. Puis il le prit par l'épaule. L'homme a dit avec un sourire qu'il lui dirait plus en détail quel était son attribut. On entendit les pas de quelqu'un. Le héros marcha derrière Lesmure et dit qu'il pensait qu'il lui apprendrait à comprendre les attributs. Pourquoi ils étaient en train de faire une randonnée. Lesmure ferma les yeux et répondit qu'il arrêtait de pleurnicher et d'attendre. Lesmure dit que, même s'il est un peu paresseux, il reste un excellent professeur. Raon se retourna et dit comment il allait lui enseigner les attributs du mana dans un tel endroit. C'est fini. Si vous voulez la suite de cet épisode, commentez One Piece. Merci d'avoir regardé le Edge Recap.